Alors nous appelons maintenant Christine Piot à venir nous rejoindre. Christine Piot, vous êtes historienne de l'art et vous avez compté parmi les trois collaborateurs de Maurice Rens, maître Rens, qui a été en charge donc, de l'inventaire de la succession Picasso. Et vous venez aujourd'hui évoquer la découverte, l'étude et l'inventaire de ces sculptures dans les différentes propriétés de l'artiste, et notamment à Notre-Dame-de-Vie, à Mougins. Je crois que mon ami François Bellet a une petite précision à apporter à propos de Fenosa, m'a-t-il dit. C'est fait. Bon, très bien. Alors, à propos des ciments, puisqu'on vient d'en parler, je voulais y revenir aussi. Ce sont des interrogations, je n'ai pas de réponse, mais des interrogations que je voudrais partager avec vous. Que sait-on? Nous avons 3 ciments des têtes de Boisgelou de Marie-Thérèse. 2 ont été donnés par Picasso au musée Picasso d'Antibes. 1 est resté chez Picasso, il est maintenant au musée Picasso. Ok. À propos de la femme au vase, on a parlé d'un 4e ciment. J'en viens à douter. Pardon? Vous avez la facture pour la femme au ciment? Il y a les photographies aussi qui... J'entends pas bien, là. Non, mais ça m'intéresse vraiment, parce que c'est pas la peine que je fasse un développement inutile. Les factures et les photographies attestent bien l'existence de la femme au vase. En ciment? Oui, en ciment, tout à fait. Parce que la photo que je connais, qu'on a eu le bonheur de voir tout à l'heure de Juan Larrea, quand vous la voyez, elle était projetée à côté d'un plâtre. On sait que le ciment n'a pas la même couleur que le plâtre. Le ciment est plus gris que le plâtre. Le plâtre renvoie la lumière, pas le ciment. C'est en ciment. L'Espagne, moi j'ai Mais où est passé ce ciment ? Mais ça, c'est la question. Mais moi, j'ai aussi la facture de l'entreprise qui est venue défaire les bases. Donc, vous avez la facture pour le ciment de la femme au vase? J'ai la facture pour tous les ciments. Oui, enfin, celle-ci, précisément. Les 4 ciments, parce qu'il y avait... C'est très précieux d'avoir une facture pour le ciment. Je veux dire, c'est une preuve d'existence. Oui. Mais alors, je m'inquiète beaucoup, parce qu'on sait qu'à l'exposition universelle de 1937, l'œuvre de Miro a été détruite, comme le pavillon de Certes, de José Luis Certes. Il se peut aussi que cette œuvre ait été détruite, puisque... Mais détruite par qui? La compagnie qui est venue enlever... il y a une compagnie, moi j'ai la facture aussi de la compagnie qui est venue... ces ciments ont été mis sur une autre base en ciment, on le voit très bien dans les photos. Vous voyez qu'il y a 2 bases, une qui est celle de la sculpture, une autre qui était créée pour la surélever. Et donc, j'ai enfin, je crois que... Et quelle est votre hypothèse, alors? Donc, ce ciment existe. Où pourrait-il être? Oui. Je crois que la question de la localisation du Non, ciment de la femme au vase on ne détruit pas un ciment comme ça, enfin. Picasso n'aurait jamais... On l'a dit déjà depuis hier, il était tellement proche de ces plâtres, de ces sculptures. Il en avait 3 qu'il a récupérés. Comment se fait-il qu'il n'ait pas récupéré le 4e ciment? J'expliquais qu'il se peut très bien que la compagnie qui est venue, disons, enlever le ciment sur lequel elle était appuyée, et casser aussi cette sculpture, hein, ça c'est possible. Mais il l'aurait dit, Picasso, il aurait dit mon ciment est mort. Mais il y a beaucoup de choses que Picasso... On va lancer un appel pour retrouver le ciment de la femme au vase. Mais on va reprendre, Christine, voilà. Puisque... Ok, je reprends alors. On a beaucoup de chance avec Picasso, parce que dans le cas de Degas, quand il meurt en 1917, vous savez sans doute qu'il n'avait que des cires et qu'aucune cire n'était tirée en bronze.
on n'a eu que des bronzes posthumes de Degas, y compris pour la petite ballerine en tutu que tout le monde connaît. Alors, dès le début du XXe siècle, et grâce à Ambroise Vollard, Picasso a choisi les sculptures qu'il voulait voir éditées en bronze. Après sa disparition en avril 1973, un expert est nommé par le tribunal, comme vous le savez, Maurice Reims, ancien commissaire-priseur, et il s'entoure d'une petite équipe, dont un trio composé de François Bellet, qui fut le dernier clerc de Maurice Reims, commissaire-priseur, et qui fut également le premier à entrer dans l'inventaire de la succession Picasso à la Californie, à Cannes. Il y eut également Brigitte Baird, qui republiera les catalogues de gravures, et votre serviteur, alors jeune étudiante en histoire de l'art. À Notre-Dame-de-Vie, à Mougins, une grande partie des sculptures de Picasso occupaient encore la vaste pièce voûtée en rez-de-jardin, et toutes, plâtre, bronze, tôle peinte, semblaient comme veillées, gardées par les hauts moulages des deux esclaves de Michel-Ange, l'esclave rebelle et l'esclave mourant. Là était donc l'atelier de sculpture. Comme l'atteste Mariano Miguel Montañez dans son livre. Quelques œuvres se nichaient ailleurs, dans d'autres pièces de la maison, jusqu'au 2e étage, où certaines étaient restées à la Villa La Californie à Cannes. Et des plâtres en morceaux. Alors, pourquoi en morceaux? C'est surtout parce qu'ils avaient été découpés pour les fontes, mais ils avaient aussi pu être endommagés. Des plâtres en morceaux gisaient encore à même le sol, dans un local annexe à Notre-Dame-de-Vie. Il ne restait rien au château de Vauvenargues, si ce n'est la fresque peinte au-dessus de la baignoire et le bronze de la femme au vase sur la tombe de Picasso. Donc on commence avec le plâtre, c'est bien que vous ayez eu l'image déjà. Il faut que je reprenne mes... Sculpter commence souvent par gâcher du plâtre, selon cette belle expression française qui veut simplement dire délayer du plâtre avec de l'eau. Voilà une pomme cubiste de 1909, non tirée en bronze, comme un certain nombre de plâtres. Brassailles raconte, comme vous le savez tous, dans Conversation avec Picasso, « Nous regardions mes anciennes photos de ces sculptures. Picasso. Elles étaient bien plus belles en plâtre. Au début, je ne voulais pas entendre parler de les couler en bronze, mais Sabartès ne cessait de me répéter « Le plâtre est périssable, le bronze est pour toujours ». Dans son atelier de Boisgeloup, Picasso maîtrise en chorégraphe et metteur en scène la répartition des poids et volumes. Il le montre avec La femme au vase, décidément incontournable, de 1933, où le talon clairement levé de la jambe droite fait de cette figure une femme qui marche ou qui s'apprête à marcher. Renvoyant dans le passé à l'homme qui marche de Rodin en 1907 et dans le futur à l'homme qui marche de Giacometti en 1960. Des plâtres de La femme au vase de Picasso, donc plâtre original et plâtre de fonderie, il ne subsiste que les deux bras droits tenant l'urne comme une reine de coupe dans un jeu de cartes surréaliste. Je ne sais pas si je sais... Ah, c'est l'autre. D'accord, merci. Excusez-moi. Bon, on en a déjà parlé hier de cette figure ou construction en fil de fer, projet de monument à Apollinaire, qui fait à peu près 60 cm. Je vous indique les dimensions pour qu'on puisse mieux les imaginer. Il en existe donc 3 maquettes ou agrandissements. Une
du vivant de Picasso, qui faisait 1,15 m et qui était au 2e étage de Notre-Dame-de-Vie. Et le musée Picasso a fait 2 agrandissements que vous pouvez voir actuellement, parce que naturellement, tout ça, on suppose que vous avez vu l'exposition des sculptures de Picasso au musée Picasso, sinon vous devez y courir en partant. Donc 2 agrandissements, une de 2,40 m qui est dans une pièce de l'exposition, et l'autre dans le jardin de 4,80 m. Il faut que je lui sculpte une profonde statue en rien, dit l'oiseau du Bénin, c'est-à-dire Picasso dans Le poète assassiné d'Apollinaire. D'où cette structure aérienne qui laisse passer la lumière. Mais revenons un instant à ce 30 janvier 1980, au moment où l'on a dû, pour le musée Picasso, c'est-à-dire pour nous tous, François Bellet et moi, décrocher du mur cette figure de 1928 que Picasso avait accrochée là, au montant d'une porte en bois, dans la pièce où il y avait la télévision, non loin de la toile bleue des toits de Barcelone de 1903. Suspendue en l'air, elle était sans socle, un peu comme un mobile de Calder. Et Picasso et Calder vont, chacun de son côté, faire des figurines en fil de fer à la fin des années 20 et au début des années 30. Ils se retrouveront présents ensemble au pavillon espagnol de l'Exposition internationale de 1937, où l'étonnante fontaine de mercure de Calder se trouve au centre du patio. Une photo les montre l'un à côté de l'autre devant la grande toile de Guernica. Cette vitrine que vous avez déjà vue, caverne d'Ali Baba, surnommée par Picasso le musée, et photographiée en 1943 dans l'atelier des Grands Augustins, nous l'avons retrouvée à Notre-Dame-de-Vie. Elle était dans l'ancienne salle à manger, avec un contenu à peine modifié. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir le petit crayon lumineux. Alors, je ne sais plus où il est passé, du coup. Merci. Ah, c'est la même? Oui, c'est la même. C'est voilà. Ici, d'accord. Bon, alors là, j'y vois rien. Donc, alors, je ne vais pas tout détailler parce qu'on y passerait l'après-midi. Et puis surtout, on ne connaît pas tout. On n'a pas tout identifié parce que notre... Oui, le but avec François Bellet et Brigitte Bert, quand on était à Notre-Dame-de-Vie, c'était quand même de privilégier ce qui était de Picasso, et puis les œuvres et les objets de tiers, comme on l'avait surnommé, nous intéressaient moins. Donc, on n'a pas détaillé tout le contenu de la vitrine. Bon, en haut, vous avez derrière le... Je voulais attirer votre attention sur les 2 petits tableaux reliefs bien connus là, de 1940, femme assise dans un fauteuil, qui sont, par rapport au plan, Picasso se détache du plan et va vers la 3e dimension, parce qu'il y a de la ficelle et du carton en relief. Donc c'est une tentative de se détacher du plan en 2 dimensions des toiles pour aller vers une 3e dimension, d'où ces deux œuvres sont répertoriées dans le catalogue de Werner Spies. Derrière, vous avez on en a déjà parlé, les grandes statuettes de 1930. Statuette en sapin, alors on l'a su grâce au musée Picasso, parce que l'une d'entre elles est datée de fin août 1930.
je ne sais plus où j'en suis dans mon texte. Mais... Donc ce sont les bronzes que vous avez en haut, ce ne sont pas les bois. Les bronzes sur socle de la série des femmes longilignes taillées au canif. Ça, c'est une précision que l'on a dans l'ouvrage d'Éluard sur Picasso de 1947 qui s'appelle « À Pablo Picasso ». Il a indiqué « sculpture taillée au canif ». Picasso a sculpté ces femmes assises ou debout dans de longs bois si aiguisés que la tête la plus fine d'entre elles, comme une allumette, avait cassé sur un peu plus d'1 centimètre. Et ce bois-là, Dominique Bozo ne l'a pas choisi parce qu'il était endommagé. Mais comment ne pas penser là à la démarche d'un Giacometti qui ne cessera d'enlever, de gratter de la matière jusqu'à l'os. Picasso se rendit probablement au vernissage de son exposition en juin 1929 à la galerie Jeanne Bucher et en tout cas très certainement à son exposition de 1932, comme le dit Pierre Dex. À droite, on l'a évoqué hier aussi, on a 2 plâtres de la Vénus de Lespugue, on l'a vu hier, dont l'original est au Musée de l'Homme. Et alors, plus d'une fois, pourquoi met-il cette Vénus-là dans cette vitrine? Plus d'une fois, Picasso veut se confronter, se mesurer avec ce qui s'est fait avant lui. Comme avec les tableaux du musée du Louvre en octobre 1971, 8 toiles de Picasso choisies par Jean Lémarie sont montrées dans la Grande Galerie. La question de Picasso à ses proches, puisque Picasso est resté dans le Midi, la question posée à ses proches, dont Jean Lémarie, est alors toujours la même. Est-ce que ça tient? Oui, mais est-ce que ça tient, mon Arlequin, à côté du Gilles de Watteau? Ça ne devait pas être facile de répondre. Hein. En bas de la vitrine, je voudrais seulement vous montrer le bras de Toro Miro, dont vous avez vu également la photographie tout à l'heure. Alors, est-ce que je prends... Ce bois qui est tout à fait en bas de la vitrine. Là, tout à fait en bas. Là. Vous avez des bronzes là, de Picasso, vous avez le bois teinté blanc aussi de 1907. Et en bas, là, vous avez un bras qu'on verra tout à l'heure mieux. Donc, on va passer à la suivante. Ah oui, c'est la même. Christine, il vous reste 5 minutes. 5 minutes? Oh. Bah, vous me couperez hein, si je suis trop longue. Donc, c'est l'installation de la femme en robe longue, vous l'avez vu tout à l'heure, avec la blouse blanche. C'est en 1946 parce qu'au fond, c'est aux Grands Augustins. Vous avez un tableau de 1946. Et cette femme en robe longue... dont vous avez vu tout à l'heure aussi une photo où Picasso la prend par les épaules. Il y a une autre photo qui est parue dans Le Point au moment de l'ouverture de l'exposition où il lui met une cigarette allumée, sa cigarette probablement, entre les lèvres. C'est assez amusant. Bon, eh bien, dans Voyage à travers la peinture, Pierre Loeb évoque ce bois de Toro Miro. Mais donc, vous lirez tout ça plus tard. Et pour avancer, je voulais juste évoquer le ready-made donc sans transition, comme on dit, le ready-made de Picasso, la Vénus du gaz, en janvier 1945, avec un brûleur de cuisinière à gaz. Je pense qu'il a dû voir l'objet du couchant de Miro, qui est publié dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, qui utilise aussi un brûleur de cuisinière à gaz. Mais bon, on revient. Alors, la tête de femme, c'est la dernière photo, donc on arrive à la fin. C'était pour aborder les bronzes peints. Ah non, bah voilà, le bras de Toro Miro sur la tête la fameuse tête de taureau.
Voilà. Alors, bon. Werner Spies dit le fait que les verres d'absinthe soient peints annule le matériau qui disparaît ainsi sous la couleur. Je crois que c'est vrai. Quelque part, quand on voit cette tête, on peut imaginer qu'elle est en céramique, par exemple, comme les grandes têtes en céramique de 48-49. Si on ne la porte pas, parce qu'il y a le poids du bronze, on peut l'imaginer en céramique. Il y a aussi un bronze qui est peint en blanc, c'est le Masque de femme de 1908. C'est le Spies 22. L'original en terre cuite a été donné par Ken Weller au Musée national d'art moderne. Il y eut un tirage chez Valzuani en 1957 à 6 épreuves numérotées, le 0 revenant à Picasso, que vous pouvez voir dans l'exposition. L'a-t-il peint en blanc en 1957 pour le personnaliser ou le redifférencier des 6 autres bronzes? Je ne sais pas, je pose la question. Et on peut aussi souligner qu'en 1907, il y avait déjà une figure peinte en blanc, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la vitrine. Et quand Picasso développe ses sculptures en tôle à partir de 1960, il les fait souvent peindre en blanc avant de les rehausser ou pas. Un autre sculpteur aurait-il peint les bronzes avant ou à la même époque que Picasso? Eh bien, Giacometti a peint des plâtres et des bronzes. J'avais vu son exposition de plâtres peints à la Galerie Mag en 1984, qui m'avait beaucoup impressionné, avec un texte d'Alain Kirilli. Et par exemple, pour le plâtre d'Annette au bouquet, les fleurs sont peintes en jaune, rouge, bleu, comme de vraies fleurs. Les traits du visage et du corps sont peints, de même que pour une autre femme debout. Et les bronzes, comment ne pas citer la femme couchée qui rêve de Giacometti, bronze peint en blanc qui paraît en 1929 dans le numéro 4 de la revue Documents avec un texte de Michel Leiris. Cela n'a pu échapper à Picasso et à son œil de lynx. Avec les Giacometti, Alberto et Diego, on n'est jamais très loin de Picasso puisque le mobilier intérieur du musée Picasso est signé Diego Giacometti. Vers le centre de l'atelier de sculpture à Notre-Dame-de-Vie, il y avait une petite table en bois blanc, très simple, sur laquelle reposaient 2 sculptures de 1961. Le profil cuivré d'une colombe rebondie et le seul profil d'un homme de la blancheur immaculée, comme un ultime autoportrait ou un retour à la page blanche. Merci. Merci Christine.